Bonjour et bienvenue à tous pour cette nouvelle vidéo de French Wargaming. Aujourd'hui, retour aux premiers amours de la chaîne et à Victory at Sea pour parler sous-marin. Pour rappel, Victory at Sea est un jeu de bataille navale de la Seconde Guerre mondiale produit par Warlord Games et qui vous permettra de jouer les flottes des grandes puissances de la Seconde Guerre mondiale et de simuler les grandes batailles navales tant dans le Pacifique que sur les autres océans du globe. Si le jeu est essentiellement tourné vers l'aéronaval, il n'oublie pas les sous-marins, dont la gestion est un peu différente du reste des éléments du jeu. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans cette petite vidéo. L'utilisation des sous-marins dans Victory at Sea amène une nouvelle manière de disposer des unités. C'est assez simple, on ne place pas les sous-marins. Oui, je sais, dit comme ça, cela peut paraître bizarre. On va diviser le tapis de jeu en carrés de 12 pouces de côté, les numérotés, et les joueurs qui utilisent les sous-marins notent alors dans quelle zone se situe chacun de leurs sous-marins. Ces positions sont évidemment secrètes. Il y a évidemment possibilité de placer les figurines des sous-marins, mais c'est clairement à oublier si vous souhaitez bénéficier de l'effet de surprise que les sous-marins peuvent apporter. Les sous-marins ainsi gardés de côté et secrètement assignés à des zones sont révélés plus tard dans la partie. Nous verrons comment. Les sous-marins n'ont d'intérêt que si on peut jouer la troisième dimension, et pour la simuler, Victory at Sea utilise un système assez simple avec 3 niveaux d'immersion possibles pour un sous-marin. Chaque sous-marin est soit en surface, en immersion, en profondeur. Durant la phase de mouvement, lorsque vous bougez votre sous-marin, vous pouvez changer d'un niveau de profondeur. Un sous-marin en profondeur peut remonter en immersion périscopique, un sous-marin en surface peut lui aussi s'immerger, et un sous-marin déjà immergé peut soit remonter en surface, soit rejoindre les profondeurs. Afin de faciliter la lecture du jeu, je vous conseille de rendre facilement visible à quelle profondeur se situe un sous-marin. Personnellement, je me suis imprimé de petits marqueurs afin de ne pas avoir cette information notée sur un bout de feuille quelque part, mais directement sur le terrain. Évidemment, l'état du sous-marin jouera sur son déplacement. Vous noterez que sur la fiche d'un sous-marin, il y a 2 chiffres indiqués pour le déplacement. Le premier est la vitesse en surface. Le second, celle quand la figurine est immergée. Comme vous pouvez le voir, sous l'eau, le déplacement est plus que minime. Ne comptez pas échapper à une poursuite uniquement par le mouvement. Lorsque la phase de mouvement est terminée, c'est-à-dire que l'ensemble des navires des flottes présentes ont bougé, les possesseurs de sous-marins peuvent alors décider de révéler leur submersible. Chaque sous-marin révélé est placé par son propriétaire où il veut, dans le carré qui lui était assigné. Chaque sous-marin ainsi révélé est placé et marqué comme en étant en profondeur. Cette manière de gérer l'apparition des sous-marins amène donc 2 choses. Premièrement, le possesseur du sous-marin peut immédiatement le placer en position dangereuse et menacer une cible sur laquelle il pourra essayer de tirer au tour suivant. Deuxièmement, cette révélation, se faisant en profondeur, cela laisse une petite chance à la flotte adverse de le localiser pour lui tirer dessus. Ou au moins essayer, car ça ne sera pas simple. Les sous-marins étant révélés en profondeur, ils ne peuvent pas tirer dans la phase de tir qui suit, mais peuvent être ciblés s'ils sont détectés. Justement, passons à la détection. Pour pouvoir tirer sur un sous-marin, il faut le détecter. Car oui, même si la figurine est présente sur la table, il est impossible de lui tirer dessus s'il n'est pas à la surface et qu'un navire ne l'a pas détecté. Voici comment se passe la détection. Avant d'effectuer ces tirs, un navire ou un sous-marin peut tenter de détecter un sous-marin qui n'est pas en surface et dont la figurine est présente à moins de 8 pouces. Pour cela, il faut se référer à la table présente page 61 du gros livre de règles. En effet, les règles pour les sous-marins ne sont pas présentes dans le petit livre de règles qui accompagne la boîte de base. Dommage. Cette table, page 61, nous indique qu'il faut réussir un test d'équipage, sachant que les modificateurs suivants sont appliqués. +2 si le bateau a le trait Subhunter, ou chasseur de sous-marins. -1 si le sous-marin ciblé a le trait Silent, ou silencieux. -2 si le sous-marin est deep, c'est-à-dire en profondeur. On rappellera que dans ce seul cas, les navires avec le trait Subhunter peuvent tenter une détection. +1 si le sous-marin a été détecté le tour précédent, et +1 si le sous-marin a torpillé un navire le tour précédent. Utilisez ces torpilles. Pour rappel, un test d'équipage se fait sur un jet de 4+, modifié par les modificateurs que l'on vient de lister. Si le test d'équipage est réussi, le sous-marin ciblé est marqué comme détecté. Il est possible de lui tirer dessus. Notez qu'un navire ne peut tenter de détecter qu'un seul sous-marin chaque tour. De nuit ou par mauvais temps, un sous-marin en surface est plus difficilement visible, il faut donc réussir aussi à le détecter. C'est automatique s'il est à moins de 3 pouces, mais cela nécessite un test s'il est à moins de 10 pouces.
voir les règles spéciales concernant la nuit pour ce test. Au-delà, on ne pourra pas le voir. En bonus, les navires ayant le trait Subhunter peuvent tenter de détecter les sous-marins qui n'ont pas encore été révélés grâce à un jet de Long Detection Range. À chaque tour, avant de regarder qui a l'initiative, chaque navire ayant ce trait peut lancer un dé. Sur un 6, tous les sous-marins non révélés et présents dans la zone où se trouve le navire sont révélés. Le joueur possédant ces sous-marins les place où il le souhaite dans le carré de 12 pouces. Les sous-marins ainsi révélés sont en profondeur, mais ne sont pas encore détectés. Enfin, il est possible, au début de partie, d'affecter des avions de reconnaissance à un pool de recherche de sous-marins, et cela pour l'ensemble de la partie. Ils ne sont plus disponibles pour autre chose. Après les jets de Long Detection Range, chaque avion du pool peut être assigné à la détection d'un sous-marin submergé. Chaque avion ainsi assigné peut tenter un jet de 4+, en appliquant les modificateurs de la page 61. Les avions sont ensuite renvoyés dans le pool de détection jusqu'au prochain tour. Bon, on vient de voir tout le bordel que cela représente pour réussir à détecter ces foutus sous-marins. Et si on fait tout cela, c'est pour une très bonne chose. Un bon sous-marin est un sous-marin qui explose, car sinon, c'est lui qui va nous exploser. Une fois qu'on a détecté un sous-marin, encore faut-il réussir à le toucher. Si un sous-marin en surface est traité comme un navire normal, s'il est submergé ou en profondeur, il faut avoir l'armement adéquat. Pour attaquer un sous-marin en surface, on le traite comme un destroyer. On peut donc l'attaquer normalement, avec une pénalité de -1 pour le toucher. Pour attaquer un sous-marin submergé ou en profondeur, on utilisera des depth charges, des charges en profondeur, des sortes de tonneaux d'explosifs qu'on laissait tomber à l'arrière des navires. Leur portée est de 3 pouces, la plupart du temps vers l'arrière du navire. Il faudra donc jouer au maximum sur le déplacement de vos navires pour essayer d'encadrer correctement le sous-marin ciblé. Les avions peuvent aussi attaquer les sous-marins. Les sous-marins en surface peuvent être attaqués comme n'importe quel bateau, mais les modificateurs de tir sont ceux de la page 62 à la place des modificateurs habituels. Les sous-marins en bonne immersion peuvent être attaqués par certains avions spécialisés dans la lutte anti-sous-marine. Ces avions peuvent tenter de détecter le sous-marin juste avant leur attaque. S'ils sont à moins de 8 pouces, avec un jet de 5+, modifié par un +1 si le sous-marin avait été détecté ou en surface le tour d'avant, et un +1 s'il a tiré des torpilles ce tour-ci ou le précédent. S'il le détecte, il peut alors lui tirer dessus. Notez que les sous-marins sont très fragiles. Ils n'auront qu'une poignée de points de vie, le plus dur étant donc de les détecter et de les toucher. Nouvel ordre, Rig for Silent Running. Cet ordre permet aux sous-marins de naviguer en quasi-silence. Il requiert un test d'équipage, et si celui-ci est réussi, les navires tentant de repérer le sous-marin auront un malus de -1 à leur jet de dés. Mais le sous-marin ne pourra avancer que de la moitié de sa vitesse normale, ne pourra pas tirer, ni changer de direction. Crash Dive. Dans le cas où un navire ou un avion ennemi approche à moins de 10 pouces d'un sous-marin en surface, celui-ci peut tenter un crash dive en remplissant en urgence ses ballasts. Pour cela, il vous faut faire un test d'équipage. Si celui-ci est réussi, il est désormais submergé. Disparition des sous-marins. Un sous-marin qui était en profondeur durant ce tour et qui n'a pas été détecté peut alors disparaître. Sa figurine est retirée de la table, on note dans quelle zone il se trouve et il pourra ensuite réapparaître normalement après une phase de mouvement, comme expliqué plus tôt dans cette vidéo. Les nouveaux traits. Quelques nouveaux traits sont décrits afin de compléter l'utilisation des sous-marins et de leur chasse. Il s'agit des traits suivants. Depth Charge indique qu'un navire possède des charges en profondeur, permettant ainsi d'attaquer les sous-marins qui ne sont pas en surface. Silent. Le sous-marin est tellement silencieux que tout jet pour le détecter lorsqu'il n'est pas en surface écope d'un malus de 1. Subhunter confère à un navire de grande capacité de traque des sous-marins et leur donne ainsi un bonus de +2 sur la détection. Breakless. Les torpilles ayant ce trait sont plus difficiles à détecter. Les navires ayant passé l'ordre Evade ne peuvent faire leur jet de relance à cause de ces torpilles. Notez aussi qu'il y a certains sous-marins kamikazes qui sont lancés à la place d'une torpille et peuvent relancer leur jet pour toucher. On trouvera dans le livre de règles 3 scénarios centrés sur l'utilisation de sous-marins. Un scénario d'embuscade où une meute de sous-marins attaque une flotte. L'attaquant aura la moitié des points de la flotte de défenseurs. Un scénario convoi durant lequel une meute de sous-marins attaque une flotte qui escorte un convoi. La flotte sous-marine gagne surtout des points de victoire en collant les navires civils. Et un scénario d'attaque de port où des sous-marins s'approchent silencieusement d'une flotte à quai. Pour ces scénarios, n'hésitez pas à faire un peu de changement dans les règles, mais dans tous les cas, ce sera fun et bordélique à souhait.
Le petit côté jeu de chat et de la souris fait tout le sel de ces scénarios. Passons maintenant à un petit exemple. Ce creuseur américain se déplace dans une zone de 12 pouces. À la fin de la phase de mouvement, le joueur allemand dévoile un sous-marin et le positionne où il le souhaite. Ne sachant pas s'il aura l'initiative à la fin du tour, il le place à proximité du croiseur, mais pas trop proche afin de pouvoir réagir si le navire joue avant lui. Le navire américain ne peut tirer sur le sous-marin qui est en profondeur et ne peut donc le détecter. Le tour suivant, le joueur américain gagne l'initiative. Il déplace son croiseur et manœuvre pour tenter d'éviter le sous-marin. Le joueur allemand déplace ensuite son sous-marin et le positionne pour pouvoir viser le croiseur américain. Durant la phase de tir, le joueur américain ne peut tirer sur le sous-marin, son navire ne possède pas de depth charge. C'est donc au joueur allemand de tirer. Il utilise ses 4 tubes lance-torpilles pour viser le croiseur. Celui-ci est à moins de 3 pouces, mais ne présente pas son flanc, de peu. Et on utilise les torpilles. On est donc sur du 5+, pour toucher. Je jette les 4 dés, je fais une touche. Chaque touche permet 3 dés de dommages. Je lance donc 3 dés. Le 1 est un échec automatique. Les autres permettent d'infliger 10 points de dommages étant donné que les torpilles sont des armes de trait devastating. Je dois confirmer le dégât critique du 6. Je lance un dé et je dois faire 4 ou plus pour le confirmer. C'est confirmé. Je lance donc un dé 10 pour savoir sur quelle zone s'applique ce dégât critique. 8, c'est sur le crew. On ajoute donc un token d'équipage pour le signaler. Le creuseur américain a perdu 10 points de structure, mais est toujours vivant. Le sous-marin ne pourra pas utiliser ses torpilles avant, au prochain tour, car elles ont le trait slow loading. Il lui faudra donc un tour pour recharger. Notez qu'il lui reste ses torpilles arrière de disponibles. Voilà pour l'utilisation des sous-marins. Comme nous venons de le voir, leur utilisation au cours d'une partie amène pas mal de changements et de règles en plus, mais selon le scénario que vous prenez, cela peut valoir le coup, car cette chasse permanente du chat et de la souris est plutôt sympa, surtout si la souris est capable de larguer des bombes. Mais soyez certain que cela peut être rapidement le bordel. Un bordel bien marrant, mais un bordel tout de même. Car la manière de jouer les sous-marins conduit à une très forte proximité des figurines. Alors qu'en plus, les navires tournent tous pour tenter de s'éloigner des submersibles qui viennent d'apparaître, ou bien négocient des virages pour pouvoir attaquer les sous-marins à très courte portée, on se retrouve rapidement avec un méli-mélo de figurines qui vous forcera à naviguer en plein chaos, au sens propre comme au figuré. Attendez-vous donc à un joyeux bordel, car c'est clairement ce que l'on ressent dans une partie de Victory at Sea où les sous-marins font leur apparition. Le système de zone pour les sous-marins est très intéressant, tout comme la gestion des profondeurs, mais cela ne se prête que moyennement à l'échelle des figurines du jeu. On se retrouve quasiment à chaque tour avec des figurines qui se chevauchent, qui doivent se déplacer dans un trou de souris, etc. Un gros bordel tout simplement. Mais si vous êtes capable de passer outre, eh bien une partie comme un scénario d'embuscade va vous apporter beaucoup de fun et un plaisir nouveau. Pour ce qui est des figurines, on en trouve un certain nombre dans la gamme Victory at Sea de chez Warlord Games, mais il existe de nombreux modèles à commander sur des sites d'impression 3D, soit en commandant la figurine déjà imprimée, soit en achetant le fichier pour l'imprimer chez vous ou chez un ami. J'ai utilisé les deux méthodes pour multiplier les figurines, car ne nous l'aurons pas, une meute de 3 sous-marins, ça ne fait pas une grosse partie. Voilà, pour cette petite vidéo, j'espère que cela vous aura éclairé sur l'utilisation des sous-marins dans Victory at Sea, ou que cela vous aura donné envie d'y jouer. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à me faire vos retours, à poser vos questions ou partager vos remarques en commentaire, ou même à me suggérer un jeu. En attendant, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.